Bonsoir à tous, c'est Cybercafé 2.0. Bien Xavier. Avec un maximum de sites ce soir, assez curieusement, un maximum de sites. Beaucoup de collègues vont s'y mettre, même Brice. Oui, même moi, exceptionnellement. Moi, je vous ai préparé un site qui vous permettra de parler avec les morts, avec des disparus. Exact. Super. Voilà. Point de vue jeu, eh bien, ce sera encore de la violence. J'en ai peur. Non, du sport. Ah, pardon, du sport. Excuse-moi. D'abord du sport. Excuse-moi. Du sport et de l'infiltration. J'ai confondu. Du sport et de l'infiltration. Exact. On va parler de plombier. Oui. Oui, on va parler de plombier. Point de vue site perso, ce seront les jeunes dans cette émission. Enfin des jeunes. Voilà. Pour un magazine qui s'appelle tribal.be, magazine en ligne et un magazine papier également. Rudy fera ce qu'il peut pour nous divertir. Voilà. Avec un film, un site. Aussi. Voilà. Salut à toi gamer, salut à toi le fric, si tu nous regardes. C'est l'esprit jeune de l'émission d'aujourd'hui. On ne peut quand même pas rire de tout, donc moi j'aurais... Tu vas la mettre ta cagoule. Hein. Voilà, la cagoule. La cagoule. Sérieux à vous proposer. Et c'est Roland Riverdon qui commence avec de la technologie. Extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. Je l'ai montré. C'est un disque dur en fait, 500 gigas. Ah oui. C'est le premier disque dur 500 gigas, mais je soupçonne qu'il est en 2 fois 250, même si on trouve assez peu d'informations. Donc c'est l'ACI qui sort ça, ça coûte une fortune. L'ACI, oui, ça coûte 1100 € hors TVA. Tout va bien, j'ai peur de me le faire piquer les gars. Donc en fait l'ACI c'est vraiment, c'est un disque dur externe, Firewire, 5400 tours. Donc un classique à ce niveau-là, sauf au niveau de la capacité, parce que 500 gigas, c'est pas tous les jours qu'on trouve ça en externe. Et donc ça coûte 1100 € hors TVA, mais là, il y a une volonté maintenant d'être assez précurseur dans le domaine PME. Et donc, ce sont les premiers à avoir signé un contrat pour pouvoir créer des appareils en Firewire 2, c'est-à-dire 2 fois plus rapide que le Firewire actuel. Oui. Donc, on devrait voir apparaître ça... Donc, on va dire le deuxième trimestre. Des données, oui, ça, c'est de l'USB ultra rapide. C'est ce que je voulais dire, oui. Voilà. Bah, oui. Donc c'est eux qui sortent. Ensuite, le PDA de la semaine, il en fallait un. Ah oui, mais pas de téléphone, vous avez remarqué? Ah oui, j'ai vu. Tout à fait. Donc en fait, il s'appelle MyPal. Pas MyPalm, MyPal. Il a un petit nom. C'est Asus qui développe celui-ci. Alors pourquoi est-ce que je vous montre celui-là? Parce que ça fait un acteur de plus sur le marché des Pocket PC. Qui est un tout petit marché en Belgique. On est à quelques dizaines de milliers d'exemplaires vendus par an. Oui, mais c'est le cadeau de fin d'année idéal, non? C'est pour ça que parfait, ça sort en rafale, non? Et donc, ils sont beaucoup d'acteurs pour un tout petit marché. On peut en citer 2-3. HP, Toshiba, Packard Bell. Compact. Oui, mais Compact, c'est HP. Ah oui, c'est Et donc, et donc voilà le MyPal. Alors celui-ci tourne en 400 MHz, ce qui veut dire un processeur extrêmement rapide, ce qui permet de faire des choses assez étonnantes, comme ceci. C'est affligeant. C'est le mot que je cherchais. Oui, là tu donc fais voilà, quoi je vais essayer de vous montrer. C'est un jeu et qui est un véritable jeu en 3 dimensions qui se joue sur un Pocket PC. Alors c'est évidemment un nouveau marché qui s'ouvre. Maintenant, est-ce qu'il y aura assez de développeurs pour développer des choses comme ça? Ce qui est sûr, Paul-Henri, c'est que toi, t'es bon pour jouer. Hein. Oui, non, mais moi j'aime bien. Là-dessus, je trouve qu'il y a plus de fonctionnalités dans un Pocket PC que dans une console de jeu portable. Donc voilà. Maintenant, on arrive avec des processeurs extrêmement rapides à faire des trucs extrêmement bien, n'est-ce pas, Brice? Tu as pu. Ouais, j'ai pu constater. C'est très lent pour lire ce mail, mais pour jouer les jeux, ça marche très bien. Est-ce que les gens s'ennuient tellement qu'il faut leur donner des sucettes en forme de jeu pour améliorer le... C'est dû à
la complexité de notre administration qui te pousse à faire des files d'attente de plus en plus longues. Donc on te met des jeux dans ton téléphone, dans ton PDA. Alors qu'avec une simple cagoule, des heures d'amusement en perspective, je ne comprends pas. Et donc, ici, Ça ce ne qui est consomme intéressant avec cet Asus, c'est que le package de software qui est fourni avec est extrêmement large, c'est-à-dire qu'il y a des retouches photos, des choses comme ça, et des jeux complets intégrés. Combien ça coûte? Cela dit, une cagoule dans les fils de pour l'instant, l'administration. celui-là, c'est le premier qui est arrivé en Belgique. On peut estimer qu'il sera dans les magasins aux alentours de 800 €. Voilà. C'est moins cher que le Attends, disque. 400 MHz, il est tout fin. lui. Il est tout fin, tout léger, et c'est assez Donc joli. ça, c'est pas pour attaquer le grand public, hein. Mais le PDA n'est pas un truc fait pour attaquer vraiment le grand Pour public. attaquer le grand public. On a la cagoule, hein. Alors pour attaquer le grand public, Voilà. par contre, j'ai Oui. autre chose. Oui. J'ai cette petite chose qui vient de sortir, qui est toute neuve. C'est la société Iris, société belge qui développe ça. C'est un scanner, mais un scanner de carte de visite et de photos. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Je prends une Un photo scanner spécialisé. de mon fils, hop. Parce que La fois dernière, on il a faut vu que- la fille. on On a n'a fait pas la bien fête. vu, là. Oui, pas mais grave. c'est pas grave. On va la Vas-y, voir. vas-y, vas-y, Dans la vas-y. famille après la séquence. Oh. Et voilà, et je scanne sur l'ordinateur en 600 dpi, 24 bits pour les couleurs. Donc c'est vraiment un... Et la photo n'est pas récente, hein, je le montre. Non, la photo... Fin février 2002, Exactement, donc elle n'est pas toute neuve. mais ça marche quand même. C'est quand même fantastique. Donc ça c'est Faut avoir le temps. Hein. en 600 dpi, sans C'est beaucoup, réchauffement ça, de 600 la... DPI. C'est correct. Ça me dit rien C'est du tout, moi. tout à fait correct. C'est c'est correct. les scanners actuels de base. D'accord. Voilà. Mais ici, c'est vraiment fait pour les photos et les cartes de visite. Donc, c'est Iris qui commercialise ça avec une grande chaîne de magasins d'informatique spécialisés. Et cette chose coûte 129 €, ce qui n'est pas extrêmement cher. Et ça permet de l'avoir avec soi pratiquement tout le temps. C'est pas Iris qui fabrique l'appareil, mais qui a développé tout ce qui est... Ce qui est logiciel vachement et pratique, autres par choses. exemple, si jamais tu dois scanner une carte de visite et que tu n'as pas ton scanner de bureau, c'est vachement utile. Oui, c'est- par exemple. Mais même pour scanner des photos, c'est beaucoup plus facile et sont immédiatement droites, ce qui sur un scanner à plat n'est pas toujours super évident. Et c'est beaucoup plus rapide dès qu'on ne doit plus s'amuser à sélectionner la photo. D'accord. Est-ce qu'on peut voir le résultat? Mais oui, on peut voir le résultat. hein. On a vu le développement déjà. Oui, on l'a Voilà le déjà filmé. résultat là. Qui scanne des cartes de visite? Moi, si je rencontre quelqu'un qui n'a pas les moyens de me laisser sa carte de visite, je me méfie déjà. Non, tu Je vous la prête, mais vous la scannez. Je vais vous la scanner, je vous la rends après. Voilà, oui, donc, juste- Oui. non, en fait, l'idée du logiciel qui est fourni par Iris pour les cartes de visite, c'est automatiquement d'aller trouver dans la carte de visite le nom, le prénom, la société, les numéros Même de si téléphone, c'est Jean-Pierre et les mettre- Gérard, on sait que c'est le prénom est Jean-Pierre et le nom est Gérard. Oui, puisqu'il décode les mots et il regarde le premier, c'est souvent le prénom, c'est même majoritairement le prénom, et donc il va mettre tout ça dans un carnet d'adresses. Mais ce n'est pas le seul truc que sort pour l'instant Iris, ils viennent de sortir Readery Suite, qui est un logiciel Reconnaissance d'OCR, d'écriture. reconnaissance de caractères, pas d'écriture, sauf les chiffres. Et c'est une évolution de la version 7, et notamment une évolution vers tout ce qui est PDF, qui sont les formats qu'on commence à rencontrer de plus en plus, et qui permet de scanner du PDF, mais aussi de restituer du PDF à partir de documents qui ont été scannés. Voilà, et bon, il y a eu plein de petites améliorations, notamment on peut maintenant scanner des documents avec plusieurs langues sur le même document et il va reconnaître les différentes langues et au lieu de faire des pâtés dans Word, il va vraiment faire des choses en colonne et structurer beaucoup mieux le texte. Ordre, discipline, hiérarchie, autorité. Merci. Mais oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Iris. C'est Iris, D'accord. donc société basée à Louvain-la-Neuve. Un petit jeu pour se détendre. Enfin, se détendre. Un grand mot. Non, on va parler de Rocky, donc qui est Rocky. un jeu. Oui, de mais là tu dois mettre la cagoule. Rocky the Game. Oui, mais là ça va être difficile pour parler, donc on va tout de suite lancer les images. Bien, nous allons maintenant assister à la rencontre de deux boxeurs locaux. Short blanc, 86 kg, également originaire de Philadelphie en
Transylvanie, Rocky Balboa. J'ai eu peur de m'être trompé de chaîne. Ça c'est le 1, ça. Oui. Sans cagoule. En fait, comme vous l'aurez compris, l'intérêt de ce jeu, qui finalement n'est pas graphiquement très très beau, c'est de pouvoir revivre. Il est moins bien, comment on dit, digitalisé que les joueurs de foot. Oui, la là, je dernière sais pas fois. si on a fait des capteurs sur Stallone, je pense Ah ouais, pas. il était pas libre ce jour-là. Non, il était pas Ça, libre. c'était donc pas le jeu de violence, mais le jeu de sport. C'est les jeux de sport. Impressionnant de voir le jeu de violence. Hein. C'est- Non, donc ici, l'intérêt, c'est de pouvoir revivre tous les moments du film qui sont découpés. Donc là, on est à l'époque de Rocky, premier du nom, où on a l'occasion de voir la mise en scène de son rival et futur ami, qui va... Ah donc il n'y a pas que du combat, il y a une dramatisation. C'est ça, oui, un côté pitoyable, très attachant, on va dire ça. Ah, là, on le du voit, quartier il de travaille viande, dans hein. un fast-food, il attendrit la viande. Oui, là, c'est Rocky dans une des scènes d'anthologie du premier film où il tape dans de la viande froide dans l'entrepôt de son beauf, Paulie, et pour améliorer sa technique de combat. Donc il faut dire qu'au-delà du simple principe de jeu de boxe, il n'y a pas vraiment eu de bons jeux de boxe jusqu'à présent. Je sais pas si vraiment il y avait une grande demande, mais ici, Rocky arrive à créer la surprise parce que justement c'est assez complexe. Il y a autant d'enchaînements que dans la plupart des grands titres de combat. On parle de 150 enchaînements possibles. Et l'intérêt de justement d'avoir utilisé cette licence qui pour une fois sert à un jeu, c'est qu'elle rythme l'action de tous ces combats-là. Et entre les combats qui sont proposés, on a l'occasion de développer sa technique. C'est faux. Pardon ? Non, l'entraînement de Ah, ton excusez-moi. Quand on boxeur. tape Je me là-dessus, on trompe de dirait des film. guignols. Hein. Mais ça couvre uniquement Rocky 1. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Donc toute Donc c'est le piqué un peu, 1, 2, 3, 4, 5, un peu pâle des images, un peu années 70, comme ça c'était voulu. Et ça s'améliore par la suite. je sais pas si on peut parler au niveau du piqué, mais par exemple la physionomie de Rocky change, son look évolue. Dolph, lui, n'a pas changé. Non, hein. Il était plus grand dans le film, non? Mais il bouge, on dirait qu'il flotte sur le ring, il bouge pas très bien. Oui, bon, c'est vrai que c'est assez, c'est pas très réaliste. Hein, c'est plutôt une caricature qu'autre chose. Il a chaud. Il y a des moments dramatiques d'intense émotion. Il y a des grands moments dramatiques d'intense émotion. Oui. Et je trouve qu'il joue aussi bien que dans le film en fait. Donc ici, ça c'est le premier round et après chaque round, évidemment, comme à la manière d'un vrai combat de boxe, on est évalué par son coach. Il y a des aptitudes et des techniques. Ici, ça a l'air assez facile puisque je vais arriver à mettre Drago KO au premier round, mais c'est beaucoup plus. Boing. Oui. On doit jouer à deux ou on joue jouer à contre la deux. machine? On peut jouer à deux. En fait, il y a différents modes. Il y a des modes d'exhibition, des modes de tournoi ou d'entraînement qu'on peut également jouer. On enlève du short. Qu'on peut également jouer à deux. Tu vas la prendre, Ici, ta cagoule. là, c'est un mode solo, un mode carrière, donc qui permet de revivre tous les moments du film. J'ose pas demander la cotation, hein, moi. Oh, on fait plus les cotations. Non, ça, c'est c'est fini. franchement, Mais il paraît que c'est très bien, que Oui, c'est un bah énorme ouais. succès. Au-delà du côté nana, ridicule et assez pitoyable du contexte, c'est un très bon jeu. Voilà. Et puis les cinématiques, c'est des extraits des différents films, évidemment. Ouais, donc il y a une En plein connivence dedans. directement qui Voilà. s'établit entre le joueur et le. Il paraît qu'il y a des trucs spectateur. cachés, genre que tu peux engueuler le public et donner des coups de boule. à Enlever son certains joueurs. short, les fameuses scènes dans la douche aussi C'est ça. avec Dolph. On a beaucoup parlé, qu'on n'a jamais Enfin, vu. un jeu pour les filles, un Voilà. jeu qu'ils aiment plus. Enfin, un jeu pour les filles, voilà. Rocky donc, sur toute plateforme confondue, non? PlayStation Sur 2, PlayStation Xbox. 2, Xbox, GameCube. Voilà, chaudement recommandé par l'équipe. Vous l'aurez compris. Voilà. Un petit site. Ah oui, mais c'est moi, tiens. Un petit site. Un petit site, Xavier. Deux même, deux petits sites. Dont un truc que je trouve très beau et intéressant. C'est un site qui s'appelle Tropical America et qui est en fait un jeu qui a été créé par une association californienne qui travaille sur les communautés locales. Alors le jeu c'est quoi? C'est en Flash je crois. C'est un jeu tout simple qui vous permet de retrouver l'histoire et la culture des Amériques
puisque en Californie, etc., il y a évidemment plein de gens hispaniques qui sont là, mexicains, etc. Et ils se sont rendus compte que les jeunes et donc les adolescents, les étudiants ne connaissent plus leur histoire, leur propre histoire, et les jeunes américains non plus ne savent pas quelle est l'histoire de tous ces hispaniques qui sont en même temps qu'eux dans le même milieu. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui vous permet de redécouvrir tout ça. C'est très simple à jouer évidemment, et après chaque étape du jeu, il y a des bonus, et donc on a des textes d'information sur le Popol Vuh. Vous savez ce que c'est le Popol Vuh? C'est un groupe de musique progressiste. Voilà, et c'est aussi un livre sacré des Mayas. Donc on rentre dans la culture maya, et puis en même temps on est chez les conquistadors, et puis on passe par chez Zapata, et puis on passe par le Che Guevara. Enfin bon, donc c'est vraiment une sorte de mélange de la culture et de l'histoire, disons, sur plusieurs siècles, des Mayas au XXIe siècle, de ce continent américain. Voilà, où il y a plein de petits Nord-Américains qui ne savent pas très bien qui sont leurs petits camarades. Voilà, et donc ça s'appelle tropicalamerica.com. C'est beau, c'est intéressant, c'est en anglais et en espagnol. Et donc si vous connaissez un petit peu l'anglais, c'est bien jouer avec des gamins, quoi. Voilà. On a envie de dire la cagoule, mais on n'ose pas. Non, c'est le chef, on peut pas. Bah ouais, on peut pas. Ouais, d'accord. On peut pas. Qui va lancer les sujets alors? Qui va alors lancer les sujets après l'oreillette, la cagoule? Autre site. Vous savez, pas des moindres. Et non des moindres. Fin de semaine, c'est le 1er décembre. 1er décembre, c'est journée de solidarité avec les malades du sida et hommage aux victimes du sida. Et donc le sida, donc, quand même, reste assez effrayant. Et il y a un site, tout simplement, tout ça pour dire que sur Internet, il y a aussi des choses intéressantes et qui sont là en archive. Donc il y a le site de ONU SIDA, c'est le programme des Nations Unies par rapport au sida, qui est en plusieurs langues, très intéressant, qui nous rappelle que, par exemple, il y a eu 20 millions de morts du sida en 20 ans, mais que pour l'instant, il y a 8000 morts par jour, 40 millions de personnes infectées, et que ça continue à augmenter, puisque rien que l'an passé, il y a eu 3 millions de morts du sida en un an, dont les 2/3 en Afrique, et donc il manque beaucoup d'argent aussi. Je ne vais pas tout vous dire et vous assommer de chiffres, mais c'est assez effrayant, et donc il y a simplement dans le petit dossier des communiqués de presse de ONU SIDA, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil pour se rappeler que ça existe, quoi, parce que j'imagine que dans notre presse cette semaine, on va peut-être parler de la retraite au flambeau traditionnelle du 1er décembre, mais ça va sans doute s'arrêter là. Voilà. unaids.org. C'est ça le site. La transaction va être difficile avec l'entertainment. Non, et la transition aussi, ça mériterait une deuxième cagoule. La transaction, le bonnet extensible. C'est ça, finalement. C'est pas. Des choses sérieuses et puis des choses moins sérieuses. Donc, un petit DVD. Donc un peu de divertissement, voilà, un peu de divertissement. Ceci dit, on va rester quand même dans l'univers clinique, ouais, avec un DVD. Un film qui a pour nom Monkey Bone, et c'est un film réalisé par le monsieur qui avait réalisé le film dont on a parlé il y a quelques semaines, à savoir The Nightmare Before Christmas, ouais, de Tim Burton, produit par Tim Burton, mais techniquement il n'avait pas été réalisé, ce film en image par image, par Tim Burton, mais par un spécialiste du genre à Hollywood qui s'appelle Henry Selick, et Burton lui avait commandé le film, et donc c'est lui qui l'avait réellement, pratiquement réalisé, techniquement réalisé. Et puis il a décidé un jour de réaliser un film qui est passé complètement inaperçu en salle, qui s'appelle Monkey Bone, et que voici, et qui propose des scènes qui allient à la fois sa technique stop motion, donc image par image, avec des techniques modernes, parfois alternées, parfois complètement mélangées, pour donner un résultat à l'image qui est beaucoup plus moderne et plus performant que les anciennes techniques. Alors en 2 mots, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un dessinateur de cartoon qui a énormément de succès, de cartoon un peu, on dit, irrévérencieux, à la Simpson ou à la South Park, qui a un jour un accident de voiture et il se retrouve dans le coma. Et dans le coma, son esprit vagabonde et il se retrouve lui-même plongé au milieu des personnages de son imaginaire, de son imagination. I'm right here, baby. It's me. It's Julie. I love you. Everything's gonna be okay, I promise. I promise.
the Sleep Institute. This man is my patient. There's no response to external stimuli. He's probably slipped into a coma. I want to take him to the University Hospital. They have the best yet for research. Oh, hey there, young fella. I see a nightmare. My head, mister. Got a smoke on you? No, I'm trying to cut back. Barbecue pork, barbecue squab. Hey, Stick right up. 3 balls for $1. Win a prize for the little lady. Voilà, donc ce dessinateur de cartoon qui vit dans sa propre imagination et donc qui rencontre tous les personnages nés de son imagination. Ça donne une belle galerie de portraits, peut-être la plus belle qu'on a vue depuis la fameuse scène du bar de Star Wars 1 ou encore le QG des Men in Black. Quoi. Ouais. Voilà. Monkey Bone. Monkey Bone. Alors un petit site Ah oui, avec un truc dont je me réjouis par avance, Pouet. dont je me réjouis par avance de vous parler. Alors, qui sait ce que c'est qu'un rider C'est dans le groupe qui est en tournée? les gens qui accompagnent les groupes en C'est lui tournée. qui porte les caisses. Pas vraiment, non. Non, Un rider, c'est en fait le cahier des charges que l'organisateur reçoit de la part du producteur de la tournée et qui lui précise que pour tel groupe, on a besoin d'un groupe électrogène ou pas, on a besoin d'un tableau des fusibles qui puisse soutenir telle puissance pour les lumières et pour le son, on a besoin d'une hauteur de plafond, d'une profondeur de scène, tout ce qui techniquement doit être mis à disposition du groupe pour qu'il puisse jouer. Mais des annexes sont en général apposées à ces riders purement techniques qui expliquent ce qu'on doit trouver dans les loges pour que les artistes aient le plus grand confort possible afin d'être au meilleur de leurs possibilités, de leurs capacités pour donner le meilleur des shows. Et donc un site dont l'adresse est absolument irracontable tellement elle est longue, mais on va vous l'indiquer Elle est déjà immédiatement. Et elle est déjà, site. oui, absolument. Alors un site s'est amusé comme ça à collecter les riders de différents groupes et pas des moindres, plusieurs dizaines de groupes, et à les éplucher pour trouver quelles sont parfois les bizarreries de certains artistes, qu'est-ce qu'ils exigent dans leur loge lorsqu'ils arrivent, choses qui, on le rappelle, doivent être fournies par le promoteur, par l'organisateur local. Alors par exemple, un ancien rider de la tournée d'automne 99 de Moby précise que lorsque Moby arrive dans sa loge, il doit trouver 10 paires de chaussettes en coton blanc et 10 caleçons boxers blancs à disposition. Donc imaginez qu'à chaque date... Non, la taille n'est absolument pas précisée. Donc imaginez qu'à chaque concert, Moby repart dans ses bagages avec 10 paires de chaussettes ça c'est pour après le et 10 concert. caleçons. Donc après 100 dates, il a 1000 paires de chaussettes et 1000 caleçons je sais pas, à prêter, revendre, sous-louer, on ne sait pas très bien, c'est très très curieux. Plus curieux, vous connaissez les NSYNC, qui est un boys band américain dont le chanteur Justin était le petit ami de Britney Spears. Alors il est précisé dans le rider des NSYNC que dans la loge du groupe, et non pas des musiciens mais du groupe, doit se trouver une ligne téléphonique ultra privative, à savoir que le promoteur local doit commander cette ligne, par exemple à Belgacom en Belgique. Cette ligne est mise en fonctionnement quelques heures avant l'arrivée des NSYNC et immédiatement détruite après leur départ, afin qu'on ne puisse pas tracer les appels. On imagine que si Justin avait appelé Britney sur son portable perso, on peut retracer comme ça la liste des numéros qui ont été composés au départ de ce téléphone ultra privatif et donc retrouver par exemple le numéro de portable de Britney. Si le promoteur local ne met pas cette ligne à disposition ou si elle est là mais qu'on peut prouver qu'elle n'est pas ultra privative ou qu'elle ne fonctionne pas, une astreinte de $38 000, une amende de $38 000, ce n'est pas rien, sera donc On va recommander des cagoules parce que à l'encontre du promoteur local par le producteur de la tournée. Très très amusant aussi, c'est d'aller voir le chapitre Diva, qui est donc consacré à Christina Aguilera, au Destiny's Child, à Britney. Et un simple exemple qui vaut le coup d'œil, voici par exemple la feuille du rider de Christina Aguilera qui précise ce qu'elle doit trouver en boisson et nourriture dans sa loge. Ça, en bleu, vous voyez, c'est la loge de Christina. Et en rouge, c'est la même chose, mais concernant uniquement
la loge de ces 4 danseurs. Donc pour 4, ça représente ça, mais pour elle seule, ça représente tout ça. Donc amusez-vous. Et parfois, il y a des surprises assez étonnantes et amusantes. C'est de voir, par exemple, que le rider des Rolling Stones est extrêmement raisonnable, extrêmement professionnel. Il ne demande rien d'extravagant, juste les choses qui sembleraient normales pour un groupe de cette envergure. Et on peut aussi, ça va intéresser Gilles et JC, se rendre compte que beaucoup de groupes exigent dans leur loge plusieurs plateformes et des jeux à disposition pour pouvoir patienter pendant les répétitions et l'après-midi pour pouvoir on va demander ça aussi, nous. Se divertir. Oui, en fait. Voilà, pour pouvoir se divertir. Oui. Moi, je voudrais Ne jamais perdre la main. Voilà. Couleur sombre, mais pas bleu. Alors, c'est pour méditer. J'imagine que les gens de console. Ah oui, alors ceux qui avoir moins d'exigences. Pour le clip du jour, on va retrouver des gens qui ont sans doute moins d'exigences et qui prouvent qu'avec, je sais pas, un iMac et une paire de ciseaux, on peut faire vraiment des miracles. C'est donc le clip d'aujourd'hui, c'est Tokotronic, qui est un groupe allemand, avec console, qui est Martin Greshman, l'un des membres de No Twist, donc allemand aussi, qui se sont réunis pour un titre qui a pour nom Freiburg version 3.0. Et c'est donc du bidouillage, des arrangements faits à la maison pour un clip qui vaut le détour et la musique aussi, par conséquent. Donc on le regarde. Tokotronic et console Fribourg 3.0. Bon, et c'était pas qu'un iMac et une paire de ciseaux qu'ils ont utilisé, mais Commotion, After Effects, Shake et plein d'autres logiciels. Mais bien sûr, c'est bien quand même. Oui. Et une pince à épiler, m'a-t-on dit. En deuxième partie de Cybercafé 2.0, eh bien, nous parlerons de Tribal.be. Nous parlerons également d'un livre, La baleine et le marteau, consacré à la technologie, rassurez-vous. Dialogus.org et Splinter Cell, le jeu tant attendu. Et nous aurons 10 exemplaires, 10 exemplaires de Splinter Cell à gagner. Voilà, sorti par... une surprise pour tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. J'ai rien remarqué. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Découvrez le nouveau Soupline Fleur de Muguet et offrez à ceux que vous aimez tout le parfum et la douceur du printemps. Nouveau Soupline Fleur de Muguet, ce qu'il y a de plus doux après une maman. Il est léger
comme la fête. Désir et plaisir de tous les sens. Comme la fête, il possède une magie qui transforme tout. Peut-il y avoir une fête sans Ferrero Rocher? Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Deuxième partie de Cybercafé 2.0, sans la cagoule. Sans la cagoule. Si vous voulez bien. Avec tribal.be. Les voici. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Également nous parlerons de Splinter Cell. Enfin, ils en parleront. Surtout lui en fait. Surtout lui, qui a joué. C'est très bien. Et puis il faut rectifier ce que je vous ai dit tout à l'heure. Renaud Larsen viendra nous parler d'un livre qui s'intitule La baleine et pas le marteau. La baleine et le bateau. Réacteur. Voilà, la baleine et le réacteur. Et Brice commence avec un site, et non des moindres, puisqu'il permet de dialoguer avec les morts. Tout à fait, il permet en fait de dialoguer avec des personnages qui ont marqué notre histoire. 115 personnages en réalité, qui sont, comme vous pouvez le deviner, incarnés par des anonymes qui connaissent bien leur personnage fétiche et qui jouent le rôle de ce personnage sur Internet et répondent à vos questions. Il y a déjà eu plus de 3417 lettres qui ont été envoyées à ces personnages. Alors on y trouve aussi bien des gens du monde du cinéma, de l'entertainment érudit, comme Marilyn Monroe, Stanley Kubrick. Alors une question posée à Marilyn Monroe. Oui. Avez-vous déjà aimé quelqu'un? Marilyn répond, et c'est assez émouvant d'ailleurs, hein. Franchement c'est très intéressant. Comment osez-vous poser une telle question? Croyez-vous que derrière Marilyn se cache un monstre inhumain? J'ai toujours été sincère dans mes sentiments et personne ne pourrait m'accuser de mensonge, etc. etc., etc. Alors c'est très marrant de voir aussi les tons de langue qui varient d'un personnage à l'autre, parce que les gens qui sont derrière ces personnages évidemment se piquent au jeu et essayent de non seulement le contenu doit être en ligne avec l'histoire, mais aussi le ton de voix et la langue utilisée. Alors on y trouve aussi des personnages du monde de l'histoire comme, je sais pas moi, Charlemagne, Charles Quint, Jeanne d'Arc ou Napoléon Bonaparte. Alors Napoléon Bonaparte, il y a beaucoup de gens qui postulent pour ce rôle, hein. Ah bon oui, tu sais, dans les hôpitaux. Serge Lama d'ailleurs. Beaucoup dans les hôpitaux, voilà. Oui. Et déjà, sa lettre de motivation est vraiment bien cinglante, quoi. C'est vraiment passionnant. Il commence sa lettre en disant: on me dit que votre tribune, car c'en est bien une, rassemble en son sein des gens de toute tendance, mots de votre siècle, trop enclins à regarder comme panacée les idées dites nouvelles. Tu vois, donc ça commence fort avec Napoléon. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que il joue aussi sur l'idée de temps. Par exemple, une personne demande à Napoléon Bonaparte et commence sa lettre par: à l'heure où je vous envoie ces quelques lignes, nous sommes au XXIe siècle, en 2002 exactement. Qui suis-je? Je suis peu. Sire, je rêvais d'un destin grandiose, etc., etc. Alors Bonaparte commence sa phrase en répondant en disant: je ne sais pas, mon cher Benjamin, si c'est une nouvelle mode ou une folie. Vous êtes le deuxième à me parler de l'année 2002 comme étant celle de votre présent. Étant sain d'esprit et encore un peu de corps, je m'étonne et m'interroge: comment faites-vous pour dialoguer avec moi qui suis en 1818 et vous près de 200 ans plus tard, etc., etc. Donc ils sont vraiment à fond dans leur rôle et puis en plus, je trouve que c'est un bon moyen d'appréhender l'histoire, parce que moi je ne suis pas spécialiste parce que c'est quand même très très large, hein. Marcel Proust, qu'est-ce qu'il Akhenaton, Karl Marx, Marcel Proust. Marcel Proust, t'as 15 pages chaque fois que tu lui envoies une question. Ah, ça, il y a Tintin, est-ce qu'il y a la vie sexuelle de juste Tintin exactement. Tu veux savoir s'il est gay? Alors, savoir s'il a une vie sexuelle. C'est la première question qu'on se pose tous. Et il y a des personnages de fiction comme Corto Maltese, La Fée Clochette et évidemment Tintin. C'était inévitable. Voilà, donc on va tout de suite poser la vraie question. Ah, voilà. La vraie question, en anglais, alors je vais la traduire, c'est écrit par Kurt Cobain, qui demande, en gros, Tintin, vous êtes victime de rumeurs, on dit que vous êtes gay. Voilà, je résume, hein. Tintin lui répond en anglais, je sais pas très bien pourquoi en anglais cette fois-ci, il répond: écoute Kurt, désolé pour ce silence, on a eu des problèmes de transmission, je ne suis pas je ne suis pas tout à fait sûr de la méthode que vous voulez utiliser pour communiquer avec moi, parce qu'il n'utilise pas très bien d'internet, hein. Alors Tintin répond: quelques lecteurs de mes aventures ont parlé de cela depuis des années et j'en suis un peu fatigué. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, donc il va éluder la question, hein. Il y a toujours des gens qui cherchent des mystères là où il n'y en a pas. Je suppose que c'est ce qui arrive quand vous êtes populaire. Voilà. Ah, voilà. Donc c'est Kurt Cobain qui interroge Tintin, donc c'est les morts qui parlent aux morts, quoi. Voilà, ça c'est vraiment fabuleux. Si Tintin parle en anglais, c'est peut-être que Steven Spielberg est déjà passé par là. Oui, peut-être. Oui. Probablement. Oui, exactement. Cela dit, il y a aussi les 9/10 des questions sont en français. Mais alors
Alors Tintin a beaucoup de succès, tu vois, il y a des pages et des pages. Voilà. Mais il faut du temps, parce qu'il faut lire, mais c'est un véritable plaisir, surtout qu'on peut tout de suite réagir et poser une nouvelle question. Voilà, donc c'est un site qui s'appelle Dialogus. Dialogus, donc chiffre de dialogus2.org. Vraiment une très très bonne idée. Bien. Je trouve. Mais ça a l'air, ma foi. Ça a l'air. Qui va prendre la cagoule? Tribal.be, c'est donc le site de Dimitri et Maxime. Une initiative qui est donc un webzine et en même temps un magazine papier. Oui, ben on est une bonne cinquantaine de rédacteurs en fait. Oui. Seulement l'équipe de gestion est plus courte, on est 5, 6. Et puis voilà, ben on essaye de gérer ça le plus pratiquement possible et tout se fait en grande partie par Internet. Donc c'est un moyen de communication énorme maintenant. Et vous-même, vous n'arrêtez pas d'en parler, donc la preuve. Mais et tout se fait par intranet et donc la remise des articles. Il y a même des réunions qui se fait via intranet quand il y en a qui savent se déplacer parce que les rédacteurs sont de toute la Belgique. Francophone, et donc on a un rédacteur à Verviers, un autre à Tournai, et donc il faut pouvoir parfois les réunir, donc on les réunit sur Internet, et on établit comme ça le chemin de fer aussi bien du magazine papier que du magazine Internet. Alors sur le site, il est marqué que vous luttez contre l'indifférence, et donc que vous êtes un journal d'opinion, hein, vous êtes des jeunes avec des opinions. On cache pas ce qu'on veut dire, quand on voit quelque chose qui est flagrant dans la société, ou même quelque chose qui nous plaît pas au niveau des jeunes, on n'a pas la même vue qu'un adulte ou que quelqu'un qui veut faire passer ce message pour les jeunes. Nous, on voit ça d'une manière différente et on le dit librement. Donc, grâce au site internet, par exemple, il y a eu la Star Academy, justement. Je voyais que tu étais sur le site il y a 30 secondes, où là, effectivement, il y en a qui apprécient, il y en a qui l'apprécient. La dénonce. Le bonnet. Voilà. Il y a un débat qui est très animé sur votre site. Il y a même plusieurs débats. Sinon, il y a aussi Napster et tout ça qui a connu un fort succès, qui maintenant est remplacé par Casa. Je fais pas de pub, hein. Mais comme quoi il y a moyen. Et puis les jeunes, justement, ils peuvent rajouter des commentaires, rajouter des articles sur le sujet, et ça offre toute une interaction avec d'autres jeunes. Est-ce que c'est modéré quand même? Il y a quelqu'un qui lit tout ça, qui... Oui, enfin le comité de rédaction lit par exemple ce que l'on fait notamment pour Star Academy. C'est vrai que ça a été vraiment les sujets, il y en a eu plein de réactions et le problème c'est qu'elles étaient presque toutes négatives par rapport au concept. Donc on a sélectionné une bonne partie pour la version papier. Donc ce qu'on fait c'est qu'on ouvre le débat sur Internet et alors on sélectionne les meilleurs, mais pas spécialement parce qu'il y en a qui disent ça plus gentiment ou non pas spécialement, mais on sélectionne disons les idées les principales pour les mettre dans le papier. Mais sinon, non, il n'y a pas de censure, sauf si vraiment ça devient vraiment là. En fait, le site. Alors là, vous tirez à 10 000 exemplaires. Voilà. Combien vous avez de visites et de fréquentations sur le site? Alors sur le site internet, on a fait le mois passé 15 000 visiteurs uniques, donc c'était en octobre. Donc ça, parce que ce sont les derniers chiffres. Il y a des mois aussi, on a été en pic, on a fait jusqu'à 40 000 visiteurs, 38 000 et quelques, enfin on les compte plus, parce qu'il fait une moyenne de 500 visiteurs par jour. L'avantage qu'on a, c'est qu'on publie un magazine qui est aussi gratuit, qui est sponsorisé par de la publicité. Comme ça, tous les jeunes, on offre des pages pour les sponsors qui ont attrait avec notre magazine. Et grâce à ça, ça offre aussi les prix pour le site internet, donc ça les prix du serveur et tout le bazar, qu'on offre aussi un nouveau service pour les jeunes, et tout est fait bénévolement. Donc c'est vraiment de la parole libre, on prend du temps pour faire quelque chose qui nous plaît et qui plaît forcément à d'autres parce que le concept est là. D'autant plus qu'on a des partenaires, que ce soit du site internet ou de la radio ou d'autres magazines ou d'autres sites encore qui publient nos news. Et grâce à ça, de fil en aiguille, on se fait un peu plus connaître et on a de plus en plus de visiteurs comme ce que je vous ai mentionné, quoi. La semaine passée, on vous parlait des Net Days, toute la semaine donc à Bruxelles et en Wallonie. Eh bien, Laurent Steen est allé sur place voir ce qui s'était passé et ce festival underground lui a fait un peu peur, on peut le dire. Le reportage de Laurent. Bienvenue dans l'univers de Blast 2 à la Maison de la Bellone à Bruxelles mercredi dernier. La mise en place est la suivante, un écran d'une dizaine de mètres, une projection d'explosion récupérée sur le net et d'autres médias et une danseuse, en l'occurrence la finlandaise Rina Sastamoinen, le tout sur une musique de Todor Todorov. C'est inattendu, c'est les catastrophes, on peut dire, c'est les attentats, c'est les maisons qui brûlent, c'est les feux, c'est le boule de feu. Et en même temps, ce boule de feu
qui arrivent comme ça en constamment pendant 21 minutes pour cette fois-ci, parce que pour la Blast 1 c'était 13 minutes seulement, là c'est 21 minutes. Et donc là ici j'ai eu le temps, et j'ai fait justement exprès de passer par différents ciels, différents, comment dirais-je, moments. Je suis descendu sous la terre parmi les humains pour voir les explosions, et deuxièmement je me suis éloignée de la terre pour regarder les déchets, ce que ça représente, tout ce qui vole, tout ce qui reste après les explosions. Jake, artiste inspiré, voire transporté, explore l'univers numérique depuis près de 25 ans. L'artiste a énormément à faire encore dans ce domaine, parce que c'est un domaine extrêmement difficile. Ça devient de plus en plus difficile de créer quelque chose une réflexion avec ces outils, parce que c'est extrêmement laid et très habitué à ces pixels, à l'écran de télé. Et là, comment réaliser un espace qui peut devenir un espace de dialogue, une attention, comment captiver, je veux dire, un spectateur pour qu'il passe dans un autre monde, dans une autre réflexion que seulement, on peut dire, représentation couleur, représentation des faits, représentation de la vie quotidienne. Il faut autre chose. Bref, une performance étonnante dont le principal intérêt est sans doute de donner à voir autre chose. Quant aux commentaires donnés par l'artiste, on s'interroge encore un peu. Changement de décor, même lieu, nous sommes samedi soir à la Bellone, toujours à Bruxelles, pour le spectacle de la compagnie Le Cri, Doppelganger Who's Who, sur le thème de l'identité électronique. Le concept, il faut s'être inscrit auparavant, ou alors avoir la patience de le faire le soir même dans la vitrine côté rue. Vous donnez votre nom, on vous donne un code barre et vous vous présentez à l'accueil. Alors on va prendre un askimaton. Alors l'idée c'est de mettre vos mains comme ça, voilà, et on va prendre une image virtuelle. Voilà. Vous avez votre descriptif. Et donc vous allez aller chercher en fait votre identification sur le tableau. Elle va apparaître à un moment donné. Il y a l'afficheuse qui fait des allers-retours avec l'imprimante. Et en tout cas votre identification est en cours d'impression. Et donc vous la récupérez. Ça vous donne accès à toute la zone. Aller voir le guide, prendre un verre. Voilà, bonne soirée. Alors mon rôle c'est d'inscrire les gens, donc je passe leur code barre au scanner et ça on fait un lien avec notre base de données et si les gens sont bien dans la base de données, ont été bien inscrits correctement, leur descriptif apparaît, ils ont le droit d'entrer dans la machine. Tout cela semble bien confus, c'est normal, cela l'est bel et bien. En fait, en théorie, les organisateurs ont effectué une recherche sur Internet sur base de votre nom. En scannant celui-ci, toutes les informations trouvées sur vous s'affichent sur écran et on n'hésite pas à vous appeler si la procédure est incomplète. Monsieur Guy Le Chat est demandé au bureau d'accueil organique. Monsieur Guy Le Chat est demandé au bureau d'accueil organique. Alors Valérie, quel est ton rôle ici? Moi je suis la fouineuse électronique et donc je fais des recherches sur les gens. Mais ce n'est pas tout. Une aboyeuse, SIC, décrit la scène de cette joyeuse cacophonie à un animateur radio de Radio Campus qui lui-même retransmet le tout en déformant l'information. Vous m'avez suivi? Sinon, suivez le guide. Une fois qu'on aura réuni 14 400 personnes, on peut espérer faire fuir le diable de ces fameux codes barres, quoi. Voilà. Bref, une bien étrange affaire dont le principal écueil est sans doute le légendaire manque de discipline du spectateur qui est rarement venu se faire encoder au préalable ou qui a oublié son code barre. De plus, tout un chacun ne semble pas être aussi fiché sur le net qu'on pourrait le croire. S'ensuit un tumulte dont l'efficacité reste encore à démontrer. Dommage, l'idée de départ semblait séduisante. Le pire, c'est que ça revient sans doute l'année prochaine. Oh, il est méchant. Oh, tu es méchant, tu es méchant. Non, mais les NetDesk, donc, vous avez vu ce que vous avez raté, c'est tout. Oui. Splinter Cell, maintenant, il paraît que ça a passé comme une couque après ça. Ah, donc, ça. Dans la confusion ou...
Donc Splinter Cell, c'est un jeu d'infiltration qui met en scène un espèce de super espion, Sam Fisher, à la solde de l'État américain, donc une espèce de cellule d'espionnage ultra secrète qu'on dit même non connue de la Maison Blanche. C'est romancé par Tom Clancy, qui est connu pour ses romans d'espionnage. Et le principe donc, c'est d'incarner Sam Fisher au travers de différentes missions, où il se retrouve un peu livré par lui-même et à sublimer l'environnement. C'est un peu du Metal Gear Solid version Xbox en fait. Voilà. On a présenté ce jeu-là vraiment comme un tueur de Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 qui reprenait ce principe d'infiltration, mais beaucoup plus découpé et scénarisé en mission et dans des vases clos, enfin dans un univers clos, on va dire. Ici, l'intérêt, c'est qu'il y a vraiment une interactivité qui est beaucoup plus importante et développée avec l'environnement. Au niveau de la maniabilité des exemplaires, ce qu'on rencontre assez vite, ce dont on se rend compte assez rapidement avec Sam Fisher, c'est qu'il y a toute une série de mouvements, d'actions qui sont assez remarquables, et c'est tellement bien pensé qu'à un moment donné, on en oublie le gameplay. Sam Fisher, évidemment, dispose de tous les super accessoires dus à sa haute condition. Donc il y a un système de visée laser, il y a des outils pour ouvrir des portes closes. Et des petites caméras aussi qui s'infiltrent sous la porte. Enfin, on en avait discuté avec le monsieur d'Ubisoft à l'ECTS qui nous avait certifié que tous ces gadgets étaient des gadgets soit déjà en application, enfin déjà en utilisation, soit des gadgets qui étaient en train d'être développés notamment par la CIA et tout ça. Donc, ah oui, donc c'est pour du vrai. C'est des vraies choses. Il y a aussi une caméra infrarouge, un truc comme ça, non? Oui. Il voit les... En fait, l'intérêt de ce jeu, puisque c'est jamais qu'une opposition face à des truands, donc on pourrait dire que ça va tourner au carnage directement, et bien, enfin pas du tout, là justement le jeu est tellement bien pensé et qu'on a la possibilité d'aborder une même scène de nombreuses façons différentes. Donc là c'est plutôt... on pourrait parler au niveau des références, on peut parler de Dark Project, la guilde des voleurs, où on avait justement un des premiers jeux qui utilisait ce principe d'infiltration qui dépendait de sa capacité à se cacher de la lumière et de ses opposants, justement pour éviter toute confrontation directe. Donc c'est ça l'intérêt. Ici on voit justement que pour contrer le système de caméra, je veux dire, toute la prise en compte de la lumière est vraiment très très importante. Et la lumière est dynamique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été précalculée et appliquée sur les textures comme c'est souvent le cas dans les jeux 3D, donc il faut quand même de la puissance. Je crois qu'on peut dire que c'est enfin le premier jeu qui démontre vraiment les capacités techniques de la Xbox, et il était temps en fait, parce que on commençait un peu à l'attendre. En fait, en bas à droite, il y a une jauge qui évalue le degré de lumière qui est actif sur Sam Fisher. Donc on a, là par exemple, on a beau être à 2-3 mètres de garde, ça se passe très bien. Justement, par rapport à ça, la gestion de la manette est exemplaire, puisqu'on sait qu'une manette analogique a excessivement beaucoup de niveaux de progression. Et pour une fois, dans ce jeu-là, on en tire pleinement parti. Pour une ouverture de porte, un crochetage, là, il y a vraiment des petites trouvailles très agréables. Avant, pour ouvrir une porte dans des jeux de ce type-là, on passait par toute une série de casse-têtes qui misaient un simple système d'engrenage. Et ici, par simple dosage de pression dans la gâchette de la manette, on ressent vraiment toute la recherche donc de Sam Fisher au travers de la commande par un système de vibration. Donc quelque chose de complètement anodin devient extrêmement agréable à jouer. On souque l'odeur, quoi, comme dirait M. Pavarotti. On a le toucher, on a le... Évidemment aussi, oui. Comme on peut le constater, évidemment, Sam Fisher, c'est avant tout un bon soldat, là où Metal Gear Solid 2 avait un peu tendance à véhiculer la vision de son créateur par une série de réflexions autour de sa condition. Sam Fisher est avant tout un bon soldat surentraîné, sans aucun état d'âme. Bon, là, ce sera au joueur de choisir son optique et la façon dont il va évoluer au travers de toutes ces missions.
D'accord. Splinter Cell donc, et nous avons des cadeaux. Oui, nous avons des cadeaux. Xavier, eh bien, tout simplement, vous allez sur le site Cybercafé 21, non, pardon, que dis-je, cybercafé.tv. La gagoule, non, pas encore une fois. Cybercafé.tv, et vous remplissez le formulaire. Il faut le mot de passe qui nous montre que vous avez bien regardé l'émission. Le mot de passe sera... Cagoule. Non, Sam. Ah. Sam. Sam qui est le prénom donc, du héros de Splinter Cell. Alors, nous avons 10 exemplaires. La question, c'est quoi ? Il n'y a pas de question, Xavier. Il faut juste donner le mot de passe qui est Sam. Nous avons 10 exemplaires d'un disque démo. Donc il n'y a pas la boîte et tout, mais c'est le jeu complet voilà, pour Xbox. Le jeu donc, qui sortira sur Xbox le 28. Et sur PC fin janvier, début février 2003. Est-ce que vous réalisez que vous pouvez gagner 10 exemplaires d'un jeu sur le site cybercafé.tv alors qu'il n'est même pas sorti, Xavier? C'est extraordinaire. C'est incroyable ça. C'est ça la magie de la télévision. C'est ça la magie. Un livre, Renaud, qui s'appelle, faut bien le dire, La baleine et le réacteur, autant pour moi. Oui, donc La baleine et le réacteur est un ouvrage rédigé par Langdon Winner. Et en fait, Langdon Winner probablement est très bien connu par Rudy Lyonnais parce qu'il a écrit des chroniques dans Rolling Stones. Ah oui. Donc non seulement c'est un professeur de philosophie réfléchissant sur la technologie, mais en plus c'est un chroniqueur. Alors pourquoi ce livre ? Tout simplement, il l'a rédigé à la suite d'une visite qu'il a effectuée en Californie, où il a été confronté à la chose suivante, l'un des plus grands chantiers d'une centrale nucléaire et en même temps une baleine grise qui passait au large. Et il s'est dit, mais finalement, tiens, on est dans un monde de nouvelles technologies, est-ce qu'on réfléchit aux conséquences de la nouvelle technologie, à l'impact sur la société, à l'impact sur nos modes de vie et nos manières de se comporter. Et c'est un livre plein d'humour qui n'est pas difficile à lire. Je n'ai pas encore trouvé le livre inlisible, mais j'y arriverai bientôt. Ouais. Et qui nous amène à une réflexion sur la nouvelle technologie, sur la pénétration d'Internet, sur l'utilisation de l'ordinateur, sur, par exemple... Il raconte l'histoire d'un de ses étudiants qui devait rédiger une dissertation et qui, la veille de la remise de la dissertation, lui dit « Écoutez, désolé, je ne peux pas remettre parce que ça s'est planté. » Et là, il se dit, mais lui, il pense directement, il s'est planté parce que c'est trop compliqué, son cerveau n'a pas suivi. Et en fait, c'était son ordinateur qui s'était planté et il avait perdu toutes ses données. Et donc là, il s'est dit, tiens, il y a tout un processus de réflexion à mettre en place pour ne pas accepter la technologie telle qu'elle est. Il n'est pas anti-progrès, anti-technologie, mais il dit qu'il faut absolument commencer à réfléchir sur ces aspects-là. Il faut mettre des balises, en fait. Mettre des balises et également voir de quelle manière on peut poser des jalons pour une réflexion plus approfondie et ne finalement pas avoir une attitude naïve par rapport aux nouvelles technologies. Moi, je voudrais vous parler du virus informatique, Xavier. Le virus informatique dont le numéro 21 n'a pas pu sortir car il n'avait pas fini de l'écrire. Et oui, et comme la commission paritaire en France est assez sévère, eh bien, ils ont décidé de la remplacer par un numéro dédié aux consoles de jeux. Avec le point de vue du virus informatique, voilà. Avec le point de vue du virus informatique sur la Xbox, la PS2, ils remontent à la Dreamcast et ils vont faire des détours vers la GameCube, la Game Boy Advance, etc. etc. Il parle d'ailleurs, si je ne me trompe pas, de la GP32 aussi, qui fait un petit boom pour le moment au Japon, qui est une espèce d'alternative à la Game Boy Advance, manifestement plus puissante et qui fait un peu beaucoup de console de jeu de poche, ultra puissante. Voilà. C'est vraiment le point de vue du virus informatique sur les consoles de jeu. Voilà. Le numéro 21, ça coûte 2 €, c'est pas grand chose, et c'est très bien torché. D'accord. C'est la fin de Cybercafé 2.0. N'oubliez pas que nous avons un partenaire presse qui n'est pas le virus informatique, mais bien etc. Et donc, il vous suffit là aussi pour gagner un abonnement d'1 an, d'appeler le numéro de téléphone qui va s'afficher sur l'écran. Et je pense de répondre à une petite question, mais qui est toujours une facilité déconcertante. Faut bien. Il y a 5 abonnements d'1 an à gagner. 5 abonnements d'1 an. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, si vous le voulez. On veut bien, Xavier. Je vous accepte toujours. Sur la 2. Voilà. Et moi, je vous retrouve tous les jours sur 21 pour des petites capsules. Voilà. Bien. C'est fini. Vous ne mettrez pas des bonnets à pompons. Merci Renaud. Merci Brice. Ah oui, pour Noël. Donne la cagoule à Renaud. Je voudrais voir la tête qu'il a avec la cagoule.